Merci au professeur Grimaud et à toute l'équipe de Nice de m'avoir fait l'honneur de clore cet après-midi de réflexion. Je reconnais des visages qui me sont devenus familiers, ce qui prouve qu'entre Marseille et Nice, le courant passe bien et que nous sommes dans une dynamique de collaboration que j'entends bien pouvoir faire fructifier. Mais poser une question difficile en me demandant d'intervenir sur la notion de passage, qui a une signification religieuse sur laquelle je ne pourrais pas m'étendre pour aller plus rapidement à l'essentiel. Je vais m'en tenir à un sens prosaïque, passé, qui signifie changer d'un espace géographique à un autre, traverser une rivière, et donc on peut se demander si la notion de passage est bien applicable à l'idée de mort. Si je passe d'une rive à une autre en marchant tranquillement sur un pont, je sais où je vais, mais dans la mort, je ne sais pas si c'est un néant, un trou noir, c'est l'inconnu. Donc, est-ce que lorsque nous utilisons le mot passage pour décrire la sortie, la perte de la vie, nous n'utilisons pas un euphémisme? Alors, il est certain que pour un certain nombre de gens qui accordent leur foi en des écrits religieux, c'est un véritable passage. On passe d'une vie à une autre, de la vie terrestre à une vie surnaturelle, le paradis, ou, selon d'autres croyances, la métempsychose, qui fait qu'on se réincarne dans une autre forme de vie. Donc, pour un certain nombre d'entre nous, la mort est un véritable passage stricto sensu, puisqu'on passe d'une vie à une autre vie, on écrit un autre chapitre de notre histoire. Mais on peut remarquer que, y compris ceux qui n'ont pas ces convictions religieuses, eux aussi, dans leur discours, pour évoquer la disparition d'un homme, vont recourir aussi à cette rhétorique du voyage. Il s'en est allé, il est allé rejoindre son épouse, elle est allée retrouver son mari, etc. Nous avons besoin des cieux, et même un matérialiste athée, agnostique, ne peut pas évoquer la mort brutalement dans des termes crus, et pourtant, je vais bien être obligé d'en parler. Le passage est quelque chose d'assez violent, du moins pour celui qui y assiste. Et je voudrais donc, dans le plan que je vais développer en m'attardant plutôt sur la première partie, me demander pourquoi nous édulcorons la terminologie avec laquelle nous parlons de la vie à la mort en termes de transition, alors qu'il s'agit d'une rupture radicale, d'un effet de bascule, peut-être de l'être au néant. Je m'interrogerai en deuxième et en fin de partie de mon exposé sur la manière dont les philosophes ont cherché des moyens de rendre le passage plus serein, d'adoucir, d'atténuer, d'amortir la transition de l'être vers l'inconnu. Et je terminerai en montrant qu'il existe depuis une dizaine d'années des formes ludiques, biotechnologiques de dédramatiser le passage. Là, je réserve la surprise pour que vous restiez jusqu'au bout. Alors, pourquoi donc utilisons-nous ces termes, je le disais tout à l'heure, un peu édulcorés et atténués pour parler de la mort? Je voudrais commencer par une citation d'Adam Smith, dont il a été question d'ailleurs aujourd'hui, la théorie des sentiments moraux, car il y a beaucoup de choses intéressantes sur la compassion, justement. Il est affreux, pensons-nous, d'être privé de la lumière du soleil.
d'être ainsi exclu de la vie et de la conversation, de reposer dans une tombe froide, en proie à la vermine et à la putréfaction. Et Jean Ricot, qui a parlé de la compassion et du statut de l'imagination, connaît probablement ce texte très intéressant, puisqu'il montre que nous avons de la compassion pour les morts. Nous ne pouvons pas parler mal, nous ne pouvons pas médire d'un mort. Même si c'est notre ennemi, nous réservons nos griefs, nos reproches, nos rancœurs à une date ultérieure. Cette compassion fait que nous n'aimerions pas être à la place du mort. Nous l'interprétons comme étant privé des biens dont nous jouissons et peut-être, je vais y venir dans un instant, peut-être que nous éprouvons une certaine mauvaise conscience à poursuivre l'aventure de la vie alors que lui, pour sa part, la fête est terminée. Il y a quelque chose de la privation des plaisirs de l'existence que nous allons poursuivre, nous allons l'oublier. Et oui, dit Adam Smith, progressivement, il ne sera plus évoqué ni par ses proches, ni par ses amis les plus chers. Et donc, nous éprouvons de la compassion, ce qui nous amène à atténuer, édulcorer notre discours. Nous éprouvons de la compassion pour le mort, mais plus encore pour le mourant. Et pour les soignants, pour les accompagnants, c'est une expérience qui est celle de la solitude aussi, parce que aussi proche qu'on puisse être de quelqu'un qui va mourir, on peut mettre sa main sur son front, sur son bras, c'est lui qui meurt, c'est pas moi. Et on est deux. Et on fait cette expérience de vouloir se rapprocher, d'être en fusion dans une unité, et pourtant non, on aura beau être tout près, ce qu'il vit n'a pas de rapport avec ce que je vis. C'est sa souffrance, c'est son angoisse mortelle, et ce n'est pas ma compassion. Dans l'histoire de la philosophie, un autre élément a été évoqué par Épicure, c'est la peur aussi de ce qu'il y a après, et en particulier la peur d'une punition, la peur d'un châtiment pour des fautes qu'on aurait commises. Quand on est petit, on prend le train fantôme, on ne sait pas, on va avoir peur, on a du frisson à l'idée d'avoir peur, mais enfin on sait qu'on va en sortir du train fantôme. Tandis que l'enfer, c'est la souffrance permanente, et ce qui a terrorisé les hommes, et déjà à l'époque d'Épicure, c'est la peur d'une sanction cruelle et interminable, l'enfer. Et donc Épicure a décrit la mort, déjà 3 siècles avant Jésus-Christ, comme celui d'entre les mots qui nous fait le plus horreur. Nous avons horreur de la mort, et selon les écrits qu'il nous reste de lui, cette peur de la mort vient essentiellement de ce qu'il y a après. De sorte que, pour ce philosophe, on pourrait, par un raisonnement matérialiste, apaiser la peur de la mort et nous dire qu'au fond, il n'y a pas à avoir peur de la mort puisque nous ne rencontrerons pas la mort. Car une fois que nous serons morts, nous ne serons plus là pour nous en rendre compte. Quand je suis mort, je ne ressens plus rien. C'est la privation de toute sensation, nous dit Épicure. Mon corps, qui était un composé d'atomes, va se désagréger. Je vais nourrir les vers, c'est-à-dire je vais finalement, par les particules matérielles de mon corps, alimenter d'autres formes de vie qui elles-mêmes alimenteront d'autres formes de vie selon une chaîne alimentaire. Et donc finalement, oui, du passage, la vie n'est qu'un passage permanent de transformation de formes, des formes qui surgissent et puis qui s'évanouissent et dont l'atomisation va permettre la recomposition de nouvelles formes.
Alors il y a peut-être des limites dans cette philosophie matérialiste, parce qu'on ne voit pas très bien en quoi le fait de savoir que pour une éternité nous serons anéantis, enfin y trouver un motif de consolation, c'est étonnant. Mais enfin ça nous donne quand même une indication sur ce qui fait peur dans la mort. C'est l'ouverture à l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a après? Où est-il? Mais probablement, il y a aussi dans la peur de la mort quelque chose d'irrationnel. Tout à l'heure, on parlait de l'incompréhensible. Mais le philosophe Schopenhauer a parlé de cette force aveugle, ce vouloir vivre qui fait qu'on s'accroche à la vie, mais sans raison. C'est un mystère, en fin de compte. Et que même des raisonnements philosophiques ou religieux, spirituels, pour nous consoler, peuvent être finalement emportés par ce désir de vivre, cette peur de la mort, cette résistance à la mort, qui est la définition de la vie. La vie, l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Oh, changeons de sujet. Ça fait partie de la vie. La vie s'oppose à la mort, c'est ce que disait Bichat. Et puis enfin, eh bien, là j'en viens plus précisément à la notion de passage. Nous rencontrons la mort et nous en sommes traumatisés le jour où vraiment nous voyons un mort. Récemment, j'ai rencontré une personne de 30 ans qui n'a jamais vu un cadavre. Mais ça, c'est une expérience. Voir un cadavre et assister au moment où il s'éteint, ça, c'est une expérience qui marque notre mémoire et qui peut probablement jouer un rôle très important aussi dans la peur de la mort et la recherche de mots qui vont atténuer ce mouvement de bascule. Le corps change. Il y a la lividité, les zones de lividité avec le sang qui se déplace dans des cavités. Alors, bien sûr, la mort est un phénomène progressif. Les scientifiques sauraient ça mieux que moi, le décrire, comment il y a une mort cellulaire, le système nerveux central, oui, le myocarde, enfin, c'est successif en tout cas. Mais pour nous qui voyons ça du dehors, toute mort est une mort subite. On le voit. Les yeux qui deviennent soudainement immobiles, inexpressifs. Et alors nos mains qui tremblent essayent de refermer ces yeux, les mâchoires aussi qui viennent se rigidifier. Et cette rigidité, c'est drôle que vous riez parce que non, le passage ludique est pour la fin. Je n'avais pas prévu que ce que j'étais en train de vous décrire allait vous faire rire, mais c'est peut-être aussi un mécanisme de défense. Oui, je reviens sur ce fait que la température de celui qui était proche, il était proche et il devient lointain, soudainement absent au monde. Et c'est dommage que j'ai raté ce matin l'exposé de Anne-Marie Diclé sur le regard, parce que probablement des choses importantes ont déjà été dites sur ce fait que le regard devient absent et on va se mettre à parler aux morts. On va lui dire adieu, alors qu'on sait bien qu'il n'entend plus ce qu'on lui dit. Et ça, c'est intéressant. Ce besoin que nous avons de continuer à parler aux morts, alors que nous sentons, par le changement de sa température, par cette espèce de force d'inertie qui transforme son corps en bloc de marbre, cette rigidification, nous savons qu'il n'entend plus ce qu'on lui dit, mais nous avons besoin de lui parler, ce qui prouve bien que, soudainement, le problème du passage devient notre problème à nous. Lui, est-ce qu'il a passé, vers quoi il a passé, ça on n'en sait rien, mais le problème va être, nous, les survivants, comment est-ce que nous allons faire avec ce cadavre? Eh bien, nous avons beaucoup de techniques, nous n'allons pas rester sans réaction. Et l'une des plus intéressantes est la thanatopraxie,
l'esthétisation du mort, qui s'est beaucoup développée au cours des dernières années. Un ouvrage que je cite un peu au hasard, Éthique de la mort, deux auteurs ont décrit assez finement ce mécanisme esthétique par lequel on essaie de faire en sorte que le mort ait l'air encore un peu vivant. Et moi, je me souviens personnellement de ma grand-mère qui ne s'était jamais maquillée de sa vie. C'est pour le coup que c'est une expérience réelle. Je ne la reconnaissais pas. Je la reconnaissais encore moins que si on l'avait laissée en l'état. Ma grand-mère maquillée, bon, c'était plus ma grand-mère. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la volonté des vivants de se débarrasser de ce cadavre. Parce qu'il faut que le mort s'en aille vraiment, qu'il nous fiche la paix, qu'il arrête de nous terroriser. Parce que nous, un jour, on va être à sa place et ça, c'est insupportable. On n'arrive pas à le croire. Je ne vais pas me complaire dans la putréfaction, hein, qui fait que le corps gonfle aussi. Il y a la tache verte sur la tache verte abdominale. Mais ces choses-là, nous les masquons sous une rhétorique du passage, du voyage. Alors un grand anthropologue très connu, des gens qui s'intéressent à ces questions, Louis-Vincent Thomas, a aussi essayé de comprendre ce qui se passe chez les vivants au moment où le mort est vraiment mort. Et même si nous essayons de lui donner encore vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous essayons, dit-il, par nos soins, nos prières, nos cierges, nos toilettes funéraires, nous essayons, certes, de lui rendre hommage, mais aussi d'expulser des affects morbides. C'est-à-dire de nous déculpabiliser, parce que parfois nous avons désiré la mort du mort, dans la haine, dans la colère. Nous avons besoin de nous rassurer, de nous réconforter, de nous montrer attendrissants, affectueux avec lui, pour désamorcer des motifs légitimes de nous en vouloir, que nous n'aurions pas pu lui exprimer s'il est mort de façon prématurée avant d'avoir pu lui dire un dernier adieu, avant de lui avoir demandé pardon, avant de s'être réconcilié. Et donc ce qui est intéressant chez cet auteur, c'est qu'il dit, mais pourquoi nous montrons-nous aussi respectueux à l'égard du mort? Lui, il dit, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qu'on essaie de nettoyer en nous dans la toilette funéraire, en fait? Bon, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, comme je l'avais annoncé dans mon introduction, je voudrais réserver les 2 derniers passages de mon exposé, plus courts, sur les philosophes, les hommes de la religion, les théologiens, qui se sont demandé s'il existait des moyens autres, spirituels, d'apaiser notre rapport à la mort. Et donc je vais être forcément, moi aussi, un peu schématique pour aller au plus pressé. Socrate, père de la philosophie occidentale, s'est, vous le savez, éteint dans sa cellule en buvant le poison de la ciguë, dans la sérénité. Et pourquoi est-il mort dans la sérénité? Dans plusieurs œuvres de Platon, qui nous a restitué les dialogues qu'il a pu avoir avec ses contemporains, Platon nous dit parce que Socrate, il avait placé la justice au sommet de ses valeurs, et il s'en est tenu à ce principe. Et celui qui a été juste au cours de sa vie, eh bien, peut voir venir la mort avec sérénité. Il a accompli sa mission, et dans le Gorgias, il y a un renversement même de cette thèse,
où on lit à peu près cette idée qui est très forte, qui donne beaucoup à penser. Ce qui fait peur dans la mort, c'est de n'avoir pas été juste. Et on peut se demander par rapport à l'enfer dont j'ai parlé tout à l'heure, si l'enfer n'est pas une invention, si dans l'esprit des hommes, qui vient de ce qu'ils ont l'impression d'avoir raté quelque chose, de n'avoir pas été à la hauteur de cet idéal de dignité dont nous parlait M. Rico tout à l'heure. Mais vous voyez que déjà des philosophes se sont demandé comment on pouvait mourir dans une certaine dignité, une certaine sérénité, eh bien, en ayant été juste. Dignité au sens de. On a beaucoup glosé aussi sur une phrase de Kant qui, d'après ceux qui ont accompagné ces derniers instants, aurait dit « tout est bien ». Tout est bien, phrase mystérieuse que Kant a prononcée avant sa mort. Eh bien pourquoi ? Parce que là encore, voilà un philosophe qui a placé sa vie sous le signe des valeurs de la morale. C'était quelqu'un de presque intransigeant, Kant, avec les principes. On a parlé du rigorisme de Kant. Alors est-ce que Kant a été heureux ? On n'en sait rien, mais déjà pour lui, c'est un problème secondaire. Le bonheur, c'est lié à la chance, c'est le hasard, c'est la bonne fortune. Et ça ne suffit pas à introduire du sens dans la vie. Mais par contre, agir conformément à sa conscience morale permet à la fin de sa vie de se dire ça a été, même si ça n'a pas été un chemin de rose, des joies quotidiennes du matin au soir, n'empêche que j'ai agi moralement, j'ai fait quelque chose de bien, je peux mourir sereinement. Il existe un deuxième courant qui a traversé aussi l'histoire de la philosophie occidentale, représenté par le stoïcisme. Les stoïciens ont pensé qu'on pouvait préparer notre esprit à la mort et éviter la panique, l'épouvante, le n'importe quoi catastrophique de la fin si on l'avait vu voir venir, et prévenir veut dire voir venir avant, en anticipant et donc en pensant constamment à la mort. Je dois méditer quotidiennement à la mort, ce qui fait que déjà ma vie aura beaucoup plus de sens, parce que j'irai directement à l'essentiel. Quand nous allons à un enterrement, soudainement nous prenons conscience qu'effectivement les stoïciens ont raison, que ces querelles pour des peccadilles, c'est bien futile, ces problèmes d'argent, etc., tout ça est tellement dérisoire. Et la pensée de la mort a cette vertu purificatrice de ramener l'esprit humain à une posture de surplomb panoramique qui lui permet de discriminer le futile et l'essentiel et d'aller directement à l'essentiel. Donc la pensée de la mort n'est pas si mortifère que ça. Elle donne de la vie, de l'énergie, de l'authenticité à l'existence. Non, mais je réfléchissais, ne culpabilisez pas. Je réfléchissais aux limites de cette philosophie parce que on pourrait se demander si, même en se préparant longuement, de longue date à la mort, cela nous garantit malgré tout une mort sereine. Ah, ça n'en sait rien. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas être trop moralisateur non plus sur le déni de la mort par notre société. Parce que c'est facile de dire, oui, notre société dénie la mort, refoule la mort. Ouais, mais nous, comment on sera le dernier jour ? On sera peut-être là, en train de se cramponner au barreau du lit. Hein ? Donc, soyons peut-être un peu plus miséricordieux avec ceux qui rechignent à mourir. Schopenhauer, malgré cela, a lui aussi pensé qu'on pouvait relativiser le malheur de mourir. Et lui, dans
dans sa perspective assez sombre et tragique de la vie humaine, ce qui fait que la mort peut être acceptée et acceptable, c'est que la vie, c'est pas si beau que ça. Enfin, la vie, ça peut être source d'un certain nombre de plaisirs, et on en éprouve aujourd'hui à se rassembler, à réfléchir, mais enfin, la vie, c'est quand même pas un spectacle auquel on va applaudir. On n'applaudit pas. Non. C'est pas si beau que ça, et quand on voit tout ce qu'on a pu échapper, tous les drames épouvantables, qui commencent avant la naissance, pendant la grossesse, jusqu'à la fin de la vie, les maladies, les handicaps, les accidents, les déceptions affectives, les blessures narcissiques, enfin, un nombre incalculable de souffrances. Finalement, quand on s'aperçoit qu'on va mourir, on se dit, il y en a encore une quantité que la mort va pouvoir m'épargner. Et imaginez que vous continuez à vivre sans arrêt. Mais vous verriez quoi? Vous verriez que vos enfants ont des petits-enfants qui ont des drames, etc., des handicaps, des maladies. Vous seriez donc accablés de toutes sortes de souffrances dont la mort vous dispense. Il faudra qu'on réfléchisse pourquoi ça nous fait rire, parce que je vous assure que je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Je ne voulais pas que les rires arrivent si tôt. Mais là, nous allons. J'en viens à des formes. Effectivement, en tout cas, vos rires donnent une transition à cette dernière partie sur les manières dont les humains essayent aussi d'alléger le passage, le tragique du passage, par l'humour. Et dans une société hédoniste, très axée sur le ludique, qui élimine les vieillards, qui cassent l'ambiance, nous on veut des paillettes, on veut des flonflons, on veut de la musique, des feux d'artifice. Et dans cette logique ludico-hédoniste, on a des choses assez étonnantes, et en particulier du design dans la conception des cercueils. C'est-à-dire qu'un discours qui se développe depuis une dizaine d'années, vous le verrez en allant sur des sites internet, ce sont des courants qui se développent et qui disent c'est mort, triste, cynique, c'est fin de vie où tout le monde est larmoyant, ça commence à bien faire. Et maintenant, si nous voulons nous réconcilier avec la mort, eh bien, soyons un peu plus festifs, un peu plus humoristes et mettons un peu de couleur sur nos cercueils. Alors, vous avez des cercueils design, mais je n'invente rien, qui se développent timidement en France, mais qui ont gagné déjà les pays de l'Europe du Nord. Je vous signale qu'en Angleterre, la pratique n'est pas si banale. On peut essayer son cercueil. Je voudrais bien que ce soit de l'humour, mais ce n'est pas de l'humour, c'est de la vérité. On essaye son cercueil et on conçoit son cercueil de façon humoristique pour se réconcilier avec sa mort. Et on parlait de singularité tout à l'heure. Pour que le cercueil épouse notre singularité. Par exemple, si vous avez travaillé dans les boîtes de conserve, on va vous faire un cercueil en forme de boîte de conserve. Ou en forme de boîte de sardines, si c'était un Nantais. Vous avez des pierres tombales avec d'où jaillissent des jambes de French Cancan. Vous avez des cercueils qu'on mettra du temps, mais vous avez des entrepreneurs qui témoignent sur Internet et qui disent que ça y est, maintenant ils ont des commandes qui viennent tous les mois. Des gens, par exemple, passionnés d'automobile, qui veulent un cercueil avec leur passion. Personnellement, je suis assez réservé à l'égard de ce type de stratégie, car j'y vois trop
disons, le narcissisme post-mortem, c'est-à-dire vouloir faire son intéressant, y compris après sa mort. Avec l'Internet, non mais c'est sérieux, vous avez la possibilité, et à mon avis qui va se développer, c'est-à-dire que le mort, au lieu de le figer dans une inertie du marbre classique, vous avez sur les pierres tombales la possibilité d'encastrer un système électronique qui fait que vous appuyez sur un bouton et vous verrez la personne décédée vivante, mais avec des images filmées et avec tous les renseignements sur sa vie, alors que actuellement, avec les cimetières un peu ringards qui sont les nôtres aujourd'hui, vous allez vous recueillir sur une tombe, le mort ne vous parle pas, il ne dit rien. Là, vous pourrez, par un système électronique, retrouver des couleurs. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un montage, c'est des choses que vous trouvez sur Internet. Le Comité national d'éthique, Anne-Marie Desclés le sait, a été amené à réfléchir sur un autre phénomène de notre société très intéressant, et c'est le dernier sur lequel je m'exprimerai, qui est l'exposition des cadavres, leur exhibition dans des situations de pseudo-vie, c'est-à-dire là encore une manière de faire perdre au cadavre son caractère cadavérique, le rendre quasiment en vie, puisqu'il est en situation, vous voyez, de jouer avec un arc, faire son footing, du jogging. L'anatomiste allemand qui a déposé le brevet à la fin des années 70, von Hagens, n'a pas hésité l'année dernière même à exhiber dans une exposition à Berlin des cadavres en état de copulation. Et son discours est de dire, là encore, soyons postmodernes, émancipons-nous de la vieille logique judéo-chrétienne avec, comment vous avez dit, cette affectivité dégoulinante. Vous voyez, je fais la synthèse en même temps, hein, vous m'avez demandé de faire la synthèse. Eh bien, la logique d'émancipation des mœurs dans lesquelles on est pris depuis des siècles maintenant, depuis l'avènement de la modernité, où on doit toujours s'émanciper, fait que sans cesse, il faut s'attendre aussi que la mort soit recyclée et qu'il y ait d'autres formes de ritualisation où, heureusement, enfin, nous, au comité d'éthique, nous n'étions pas tellement favorables à ce genre d'exposition. Et puis, il a fallu qu'une association de défense des droits de l'homme chinois, puisque les cadavres exhibés étaient curieusement tous des cadavres chinois, et c'est une association contre la peine de mort en Chine qui a instruit l'affaire, qui a déposé plainte, et donc la juridiction française, la Cour de cassation, a validé une décision de fermeture de cette exposition. Mais il faut bien voir que 30 millions de personnes déjà par le monde sont allées regarder des morts, donc sur le voyeurisme et un discours toujours ludique de dédramatisation. Familiarisons-nous avec la mort, mais pas en passant par la philosophie, mais en passant par l'artifice, l'électronique, l'exhibitionnisme. Voilà, écoutez, le mot de la fin, eh bien, c'est que je vous remercie de votre attention. J'aurais voulu dépasser le passage en vous parlant un mot de sortie, de conclusion. Là, c'est la photo de Fabienne Justel, une femme qui veut récupérer, je ne sais pas si elle le veut encore d'ailleurs, le sperme de son mari, parce que l'amour est plus fort que la mort. D'où mon idée de dépasser
Ouais, bon, j'aurais pas dû faire ça. De dépasser la mort, l'amour étant plus fort que la mort, c'est-à-dire le cadavre, on peut récupérer sa semence et il continuera à exister à travers le visage de l'enfant qui peut être né 1 an, 2 ans, 3 morts après que Oui, la fécondation in vitro, ça ne marche pas à tous les coups et pas du premier coup. Hein. Le législateur a failli légaliser cette pratique. L'Assemblée nationale, l'année dernière, au moment de la révision de la loi de bioéthique, s'était prononcée de façon favorable. Il a fallu la sagesse des sénateurs pour dire qu'on ne légifère pas sur des cas exceptionnels, qu'on n'allait pas remodifier tout le système, enfin, même d'héritage, puisque soudainement, parce que pour hériter, il faut que vous soyez au moins dans le ventre de votre mère au moment où le mari décède. Donc là, vous pourriez hériter en étant dans un congélateur. Vous êtes embryon, voilà. Et on a failli assister à ça par compassion pour la veuve. Mais une compassion en fait qui l'enferme dans son passé, qui l'interdit d'aller refaire sa vie, éventuellement avoir d'autres enfants avec un père qui serait vivant. Donc ça, c'est une des tentations aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du clonage, de dépasser la mort, mais on voit qu'il y a des cas tout à fait effectifs et concrets dans lesquels on essaye d'aller plus loin que la mort. Voilà, je termine sur un auteur sous forme de question. Est-ce que nous allons nous affranchir l'étape ultime de l'émancipation, ce serait de se débarrasser du passage, c'est-à-dire se débarrasser de la mort, et de pousser toujours plus loin les limites. Et pour Jonas, bien cette perspective n'est pas si lointaine. Le rêve, dit-il, a pointé le nez dans notre ivresse technologique. Et nous recherchons actuellement, à l'échelle mondiale, les gènes qui prédisposent au vieillissement et à la mort, avec l'espoir que peut-être nous allons pouvoir créer des hommes immortels. Voilà, merci Monsieur le Président.